La mi-juin 1988 a apporté un temps idéal pour la randonnée dans les montagnes de Caroline du Nord. Greg et Scott Jenkins, deux frères originaires d'Asheville, âgés respectivement de 36 et 32 ans, avaient prévu une expédition de pêche de 3 jours dans la région sauvage de Joyce-Kilmer Wilderness, une partie reculée de la forêt nationale de Nantahala, connue pour ses forêts vierges, ses ruisseaux de montagne et l'absence quasi totale de touristes. Les frères étaient d'autant des chasseurs et des pêcheurs, expérimentés qui avaient promis passer au moins une semaine dans ces montagnes chaque été depuis 15 ans. 15 ans. Greg travaillait comme maître charpentier et Scott dirigeait une petite entreprise de construction. Tous deux étaient mariés. Greg avait 2 enfants et Scott en avait un. Ces voyages estivaux étaient une tradition pour eux, un moment où les frères pouvaient se déconnecter de la vie quotidienne et renouer avec la nature. Le vendredi soir, ils se sont enregistrés au poste des gardes forestiers de Kilmer, à l'entrée de la forêt. Le garde forestier, David Harris, a noté les informations. L'emplacement prévu du campement, à une altitude d'environ 3200 pieds, près d'un petit ruisseau, avec un retour prévu le lundi à midi. Greg a indiqué l'emplacement exact sur la carte. Ils y avaient déjà campé 3 fois les années précédentes. L'endroit leur était familier, sûr et bien situé pour l'eau et la pêche. La météo s'annonçait stable, avec des températures avoisinant les 21 degrés microli pendant la journée et 10 degrés pendant la nuit, sans précipitation prévue. Les frères ont chargé leur équipement dans le camion de Greg. 2 tentes, des sacs de couchage, un réchaud de camping, une glacière contenant de la nourriture pour 4 jours, 2 cannes à pêche, des fournitures de premiers secours de base, des lampes de poche et des cartes topographiques de la région. Le lundi matin, les frères n'étaient toujours pas rentrés. Leurs épouses, Linda Jenkins, la femme de Greg, et Jennifer Jenkins, la femme de Scott, ne s'inquiétaient pas particulièrement au début. Les hommes restaient minés parfois dehors toute la journée si la pêche était bonne ou s'ils décidaient d'explorer une nouvelle partie de la forêt. Mais à midi, n'ayant toujours aucune nouvelle et aucun signe de leur retour, les femmes ont appelé le poste des gardes forestiers. À 13 heures, un petit groupe de 3 gardes forestiers s'était mis en route vers le lieu de campement prévu. Le trajet a duré environ 2 heures, le long de routes forestières et de sentiers. Le camion de Greg se trouvait exactement là où il devait être, dans une petite clairière près d'un ruisseau. Les gardes forestiers se sont approchés du campement et ont immédiatement senti que quelque chose n'allait pas. Les 2 tentes étaient intactes. Les fermetures éclairs étaient fermées. Les piquets étaient en place et il n'y avait aucun signe de dégâts causés par des animaux ou par les intempéries. Le garde forestier, Thomas Elliott, a regardé dans la première tente. Le sac de couchage était soigneusement rangé, comme si quelqu'un venait de le quitter. Des vêtements de rechange étaient bien dépliés au bord de la tente. Il en allait de même pour la 2e tente. Entre les tentes se trouvait un emplacement pour faire un feu de camp. Les gardes forestiers ont vérifié les cendres. Elles étaient bien complètement froides et humides de rosée matinale. Le feu n'avait pas été allumé depuis au moins 1 jour, voire 2. Le réchaud de camping était posé sur une table pliante, inutilisée. La glacière était fermée. Elliott l'a ouverte. Toute la nourriture était intacte. Les paquets de viande, les sandwichs, les boissons, tout était soigneusement rangé. Rien n'avait été mangé. Rien n'avait été sorti. 2 cannes à pêche étaient appuyées contre un arbre près du ruisseau. Le matériel de pêche se trouvait dans une boîte sur la table. Les clés du camion étaient sur la table, à côté d'une carte de la région. Des lanternes étaient suspendues à l'intérieur des tentes. Ce qui a particulièrement alarmé les gardes forestiers, c'est que les 2 paires de chaussures de randonnée étaient soigneusement alignées à l'entrée des tentes.
Les chaussures de Greg étaient près de sa tente, celles de Scott près de la sienne. La scène était étrange et inquiétante. On aurait dit que les frères s'étaient couchés, puis qu'ils s'étaient levés et avaient bien quitté le campement pieds nus, sans emporter quoi que ce soit avec eux. Ni nourriture, ni eau, ni lanterne, ni chaussures. Ils avaient tout simplement disparu. Les gardes forestiers ont commencé à fouiller les environs du campement, appelant les frères à grands cris. Ils ont vérifié le ruisseau. L'eau était peu profonde, claire, à l'auteur des genoux tout au plus. Il était impossible de se noyer à cet endroit. Ils ont parcouru le sentier dans les deux sens. Rien, aucune trace, aucun signe de lutte ou d'accident. Le soir venu, une opération de recherche et de sauvetage à grande échelle était en cours. Le capitaine du service a organisé une fouille systématique de la zone dans un rayon d'1 mile autour du campement. 20 gardes forestiers et bénévoles, équipés de puissantes lampes torches, ont fouillé la forêt jusqu'à tard dans la nuit. Le lendemain matin, les recherches ont repris avec une intensité redoublée. Le deuxième jour, 3 chiens de recherche ont été amenés, 2 bergers allemands et un limier, tous ayant des années d'expérience dans la recherche de personnes disparues. Les chiens ont reçu les vêtements des frères provenant de leur tente pour les renifler. Les 3 chiens ont pris l'odeur et ont commencé à se déplacer dans la même direction en remontant la pente depuis le campement, à travers la forêt dense. Les maîtres chiens ont suivi les chiens. Les animaux ont suivi la piste avec assurance, s'arrêtant périodiquement pour renifler le sol et l'air, puis continuant leur chemin. Après avoir gravi environ 120 mètres, les chiens ont conduit le groupe vers un grand affleurement granitique, un rocher massif s'élevant à environ 6 mètres du sol, entouré d'un épais sous-bois. Là, les 3 chiens se sont arrêtés en même temps. Ils ont reniflé le rebord, ont fait le tour, puis ont commencé à reculer en gémissant et en rentrant la queue entre les pattes. Le maître chien, Robert Martin, qui travaillait avec des chiens de recherche depuis 19 ans, a essayé de diriger les animaux plus loin. Les chiens ont catégoriquement refusé. Ils se sont couchés sur le sol à quelques mètres du rebord et n'ont plus répondu aux ordres. Martin a expliqué plus tard aux enquêteurs: « J'ai déjà vu des chiens perdre une piste. Je les ai vus se fatiguer ou se laisser distraire. Mais je n'ai jamais vu 3 chiens différents, dressés par des professionnels, adopter ce comportement en même temps. Ils agissaient comme s'ils avaient senti quelque chose qui les effrayait. Ce n'était pas un ours ou un autre animal, sinon ils auraient aboyé et montré des signes d'agressivité. C'était autre chose, la peur. La corniche a été fouillée de fond en comble. Les alpinistes ont inspecté le sommet. Rien d'autre que des rochers, de la mousse et quelques petits arbres. Ils ont vérifié les crevasses autour de la base, mais elles étaient vides. Il n'y avait aucun signe de présence humaine, aucun effet personnel, rien qui puisse expliquer pourquoi les frères étaient venus ici et ce qui leur était arrivé. Les recherches ont duré 3 semaines. Plus d'une centaine de personnes dont pour Pestret y ont participé. Des gardes forestiers, des bénévoles des services locaux de recherche et de sauvetage, des amis et des proches des frères Jenkins, des membres de clubs de chasse de la région. Un hélicoptère a survolé la zone. Les grottes, les crevasses et les anciennes mines ont été inspectées. Des plongeurs ont fouillé les sections les plus profondes des cours d'eau et des petits lacs de montagne dans un rayon de 8 km. Les familles des frères étaient dévastées. Linda et Jennifer ont mis en place un centre de coordination et distribué des tracts avec des photos des hommes. Elles ont demandé à tous les touristes et chasseurs de la région de signaler toute découverte. Une récompense de $20 000 a été annoncée. L'équipe d'enquête a envisagé différents scénarios. Un accident. Les 2 frères auraient pu se lever pendant la nuit, peut-être après avoir entendu ou vu quelque chose, aller vérifier et se perdre. Mais pourquoi étaient-ils pieds nus?
Pourquoi n'ont-ils pas pris les lampes de poche qui étaient suspendues dans leur tente? La théorie de l'attaque animale semblait peu probable. Il n'y avait aucun signe de lutte, de sang ou de dommages au matériel du campement. Les ours s'intéressent généralement à la nourriture, mais la glacière n'avait pas été touchée. À la fin de la 3e semaine, les recherches actives ont été suspendues. L'affaire a été reclassée en enquête ouverte. Les gardes forestiers ont continué à patrouiller la zone, vérifiant les régions reculées. Des dépliants d'informations ont été distribués aux chasseurs et aux touristes, leur demandant de signaler toute découverte. Les gens parlaient de lieux maudits et d'esprits de la montagne. Les explications rationnelles avaient donc été épuisées. 2 chasseurs expérimentés avaient tout simplement disparu de leur campement, laissant tout derrière eux. Nourriture, équipement, même leurs chaussures. À l'automne 2005, 7 ans après leur disparition, un groupe de chasseurs de Géorgie chassait le cerf dans une partie reculée de la forêt, à environ 15 km au nord-est de l'endroit où les frères Jenkins avaient autrefois campé. La zone était difficile d'accès, à une altitude d'environ 1400 mètres, soit 400 mètres de plus que le campement des frères. Le chasseur Clark Miller est tombé par hasard sur des ossements humains, partiellement cachés sous des feuilles et des branches tombées. Le groupe a immédiatement cessé de chasser et a appelé les autorités. L'examen médico-légal et l'analyse ADN ont confirmé que les restes étaient ceux de Greg Jenkins. Le médecin légiste n'a pas pu déterminer la cause exacte du décès, car il ne restait que très peu de squelettes après 700 d'exposition aux intempéries et aux animaux sauvages. Il n'y avait aucun signe de traumatisme indiquant une mort violente ou une chute d'une hauteur importante. Les os étaient dispersés sur une superficie d'environ 6 mètres sur 6, ce qui correspond à l'action de charognards tels que des ours, des coyotes et des oiseaux. Le site a été fouillé de fond en comble à la recherche des restes de Scott. Des équipes ont ratissé la zone dans un rayon d'1,5 km. Rien n'a été trouvé. À ce jour, Scott Jenkins est toujours porté disparu. Comment Greg s'est-il retrouvé à 15 km du campement, 420 mètres plus haut? Pourquoi s'y est-il rendu pieds nus, sans nourriture ni équipement? Qu'est-il arrivé à Scott? Ces questions restent sans réponse. Des experts en survie ont suggéré que les frères avaient peut-être perdu leur repère pendant la nuit, se séparant peut-être pour chercher un moyen de retourner au campement. L'un d'eux est mort d'hypothermie et d'épuisement. L'autre, qui sait? Linda Jenkins a enterré son mari à Asheville. La pierre tombale porte l'inscription suivante. Greg Jenkins. Il aimait les montagnes. Il était revenu après 7 ans. Jennifer espère toujours retrouver la dépouille de Scott afin de pouvoir l'enterrer à côté de son frère. L'histoire des frères Jenkins reste l'une des affaires non résolues les plus mystérieuses de l'histoire des Appalaches. Qu'est-ce qui a poussé 2 chasseurs expérimentés à quitter leur campement sûr au milieu de la nuit, pieds nus? Qu'ont-ils vu ou entendu? Pourquoi les chiens de recherche se sont-ils arrêtés à la corniche de granit et ont-ils refusé d'aller plus loin? Les montagnes restent silencieuses, gardant leurs secrets dans les forêts et les rochers anciens. Tous ceux qui disparaissent dans les montagnes ne laissent pas derrière eux au moins quelques réponses. Greg Jenkins a été retrouvé 7 ans plus tard, mais son frère Scott n'est jamais revenu. Il existe cependant des cas où des individus ou des couples ne disparaissent pas. Pourtant, des familles entières n'ont laissé derrière elles que des tentes intactes et des questions sans réponse. Un tel cas s'est produit pendant le mois d'août caniculaire de 1993 dans les montagnes du Colorado. Mark et Jenna Corbett de Denver avaient décidé de passer le week-end dans la forêt nationale de San Isabel avec leur fille, Ashley, 12 ans,
et Madison, 9 ans. Mark, 39 ans, travaillait comme ingénieur pour une entreprise aérospatiale et Jenna, 37 ans, enseignait les mathématiques dans un collège. La famille faisait régulièrement des randonnées, généralement 2 ou 3 fois par été, et les filles étaient habituées depuis leur plus jeune âge aux tentes, aux feux de camp et à la vie en plein air. Ils ont choisi le lac Turquoise, un lac alpin pittoresque situé à environ 3000 mètres d'altitude, entouré de denses forêts de pins et de falaises de granit. L'eau du lac avait une teinte turquoise caractéristique qui lui a donné son nom. L'endroit était très apprécié des familles avec enfants, relativement abordable, sûr, avec de bons emplacements de camping et des vues pittoresques. La famille s'est enregistrée au poste des gardes forestiers le vendredi soir. Le garde forestier a noté leurs coordonnées. Emplacement prévu: la rive nord du lac Turquoise, durée estimée du séjour, jusqu'au lundi matin. La météo s'annonçait parfaite. Des températures avoisinant les 24 degrés pendant la journée, des nuits de fraîche autour de 7 degrés de jeu, sans prévision de précipitation. Mark a chargé le minibus familial avec le matériel: une grande tente pour 4 personnes, des sacs de couchage, un réchaud de camping, 4 jours de nourriture, des cannes à pêche pour les filles, des jeux de société pour les soirées et un appareil photo. Le samedi et le dimanche matin se sont déroulés tranquillement. La famille a profité de ces moments passés ensemble: pêche, promenade sur les sentiers autour du lac et cuisine au feu de camp. Le dimanche après-midi, une autre famille est arrivée au lac: Jason et Karen Mitchell, avec leurs 2 fils adolescents, venus de Colorado Springs. Ils ont installé leur campement à environ 100 mètres de celui de la famille Corbett, de l'autre côté d'une petite clairière. Vers 19h le dimanche soir, Karen a aperçu la famille Corbett autour de leur feu de camp. Tous les 4 étaient assis sur des chaises pliantes, préparant le dîner et discutant. Les filles riaient. Tout semblait parfaitement normal, une scène familiale typique. Karen a fait signe de la main, Jenna lui a répondu. Ce fut la dernière confirmation visuelle que la famille Corbett était bien vivante. La famille Mitchell s'est couchée vers 22h. Jason s'est réveillé vers minuit, non pas à cause d'un bruit, mais à cause d'une sensation. Il l'a décrite plus tard comme une vibration dans l'air, un bourdonnement à basse fréquence qui se ressentait davantage dans la poitrine qu'il ne s'entendait par les oreilles. Il réveilla sa femme. Karen entendit également, ou plutôt ressentit, ce son étrange. Ils quittèrent la tente et regardèrent autour d'eux. La nuit était claire, la lune presque pleine et la visibilité bonne. Le son semblait ne provenir d'aucune source spécifique. Il était partout et nulle part à la fois. Jason l'a décrit comme similaire au bourdonnement lointain d'un générateur diesel, mais plus grave, plus profond. Il a duré environ 5 minutes, puis s'est soudainement arrêté. Le silence est revenu. Seul le vent dans les pins et le doux clapotis des vagues sur le lac se faisaient entendre. Les Mitchell sont retournés à leur tente, ont discuté de ce qu'ils avaient entendu et ont décidé qu'il s'agissait probablement d'un phénomène géologique, des eaux souterraines, des roches qui bougent, quelque chose de naturel. Ils se sont endormis et n'ont plus rien entendu jusqu'au matin. Le lundi matin, Karen remarqua que le campement des Corbett semblait inhabituellement calme. D'habitude, les familles avec enfants se réveillent lundi tôt, et on peut entendre des voix, des rires et les bruits du petit déjeuner en cours de préparation. Mais là, aucun bruit ne venait de là-bas. À 11h, Karen était inquiète. À midi, elle demanda à son mari d'aller vérifier. Jason s'approcha du campement des Corbett. La tente était toujours debout, mais la fermeture éclair était ouverte et le tissu flottait légèrement dans le vent. Il a appelé « Bonjour, il y a quelqu'un ?» Silence. Il a regardé à l'intérieur. 4 sacs de couchage étaient posés sur des matelas gonflables, certains encore ouverts, comme si des personnes devenaient de les quitter. Des effets personnels
Vêtements, appareils photo, livres étaient bodés soigneusement rangés le long des parois de la tente. Des lampes ailiers de poche étaient suspendues à des crochets à l'intérieur. À l'extérieur, sur une table pliante, se trouvaient des assiettes, des tasses, une boîte de céréales et une cruche d'eau. On aurait dit que la famille se préparait pour le petit déjeuner. Mais il n'y avait personne. Le foyer était froid. Il ne restait que les cendres du feu de la veille. Près de la tente, des chaussures étaient rangées camp par paire. Les bottes de randonnée de Mark, les baskets de Jenna, 2 paires de baskets pour enfants. Jason retourna à son campement et informa sa femme. Ils vérifièrent poussant le parking. Le minibus des Corbett était bien là où il devait être. Les Mitchell retournèrent à la tente des Corbett et effectuèrent une fouille plus approfondie. Les clés du minibus se trouvaient à l'intérieur de la tente, sur l'un des sacs de couchage. Les portefeuilles de Mark et Jenna étaient également là. Les documents, l'argent, les cartes de crédit. Tout était à sa place. Karen ressentait un malaise grandissant. Elle conduisit le minivan des Mitchell jusqu'au poste de garde forestier le plus proche, à 20 minutes de route dans la forêt. À 13h30, les gardes forestiers étaient arrivés sur les lieux. Le garde forestier Thomas Collins inspecta le campement et comprit immédiatement la gravité de la situation. 4 personnes, dont 2 enfants, avaient disparu, laissant derrière elles tout leur équipement, leurs chaussures, leurs clés et leurs documents. Il n'y avait aucun signe de lutte, de violence ou de panique, juste un campement vide, comme si la famille s'était évaporée dans les airs. Les opérations de recherche ont immédiatement commencé. Le lundi soir, 30 gardes forestiers et bénévoles travaillaient sur place, passant au peigne fin les environs du lac. Ils ont inspecté les sentiers, la forêt et les rives du lac. Ils ont crié les noms des membres de la famille à l'aide de mégaphones. À la tombée de la nuit, ils ont utilisé de puissants projecteurs. Rien. Le lendemain, l'opération a pris une ampleur rarement vue, même dans le Colorado. 400 bénévoles, des gardes forestiers de plusieurs forêts nationales, des équipes de recherche et de sauvetage de 8 comtés, des patrouilles à cheval et des bénévoles de tout l'État ont organisé une fouille systématique de la zone. Des hélicoptères ont survolé la zone avec des équipements d'imagerie thermique. Des alpinistes ont inspecté les zones rocheuses difficiles d'accès. 4 chiens de recherche provenant de différents services ont été amenés sur place. On leur a donné les vêtements de la famille trouvés dans la tente pour qu'ils les reniflent. Les 4 chiens ont détecté l'odeur et ont conduit les guides dans une direction, vers le lac. À environ 150 pieds du campement, au bord de l'eau, les 4 chiens se sont arrêtés. Ils ont reniflé le rivage, ont marché d'avant en arrière le long de l'eau, puis ont perdu l'odeur et n'ont pas pu continuer. Cela pouvait signifier que la famille était entrée dans l'eau. Des plongeurs professionnels ont été appelés pour fouiller le lac. Le turquoise était relativement petit, mesurant environ 300 mètres de long et 200 mètres de large, avec une profondeur maximale d'environ 20 mètres. Une équipe de 6 plongeurs a passé 3 jours à fouiller systématiquement chaque mètre carré du fond. Résultat, rien. Pas de corps, pas de vêtements. Aucun signe indiquant que des personnes étaient entrées dans l'eau. Les familles de Mark et Jenna venaient d'états différents. Les parents, les frères et sœurs, tout le monde était sous le choc et désespéré. La mère de Jenna, Barbara Wilson, pleurait sans cesse. « Où sont mes petites filles? Où était ma fille? Elles ne peuvent pas avoir disparu comme ça. C'est impossible, » répétait-elle. L'équipe d'enquête du bureau du shérif du comté de Lake a envisagé tous les scénarios possibles. Un enlèvement semblait improbable. Qui aurait enlevé toute une famille dans un camping isolé dans les montagnes? Et pourquoi? Et comment cela aurait-il pu se faire sans laisser de traces? La théorie selon laquelle la famille était partie volontairement était absurde.
Ils avaient tout laissé derrière eux, y compris leurs chaussures et leurs papiers. Un accident? Mais quel type d'accident pourrait expliquer la disparition simultanée de 4 personnes sans laisser de traces? Jason Mitchell a répété à plusieurs reprises qu'ils avaient entendu un bruit étrange à minuit. Les enquêteurs ont enregistré son témoignage, mais ne savaient pas quoi en penser. Des géologues ont été consultés. S'agissait-il d'un phénomène sismique, précurseur d'un tremblement de terre? Mais aucune activité sismique n'avait été enregistrée dans la région pendant ces jours-là. Les recherches se poursuivirent sans interruption pendant 17 jours. La zone dans un rayon de 10 miles autour du lac fut minutieusement fouillée. Les grottes, les anciennes mines et les zones difficiles d'accès furent inspectées. Des hélicoptères survolèrent des centaines de kilomètres carrés. Les médias locaux couvrirent l'événement et des milliers de personnes suivirent l'évolution de la situation, espérant un miracle. À la fin de la 3e semaine, il est devenu évident que les recherches actives avaient atteint leurs limites. Le capitaine de l'opération a annoncé lors d'une conférence de presse « Nous avons fait tout ce qui était humainement possible. Nous avons utilisé toutes les ressources et technologies disponibles. Malheureusement, la famille de Corbett n'a pas été retrouvée. L'affaire est désormais classée comme une enquête à long terme. » Le campement de la famille a été soigneusement documenté et photographié, et tout l'équipement a été saisi comme preuve. La tente, les sacs de couchage, les vêtements et les effets personnels ont tous été envoyés pour être examinés. Il n'y avait aucune trace inhabituelle, empreinte digitale ou matière biologique pouvant fournir des indices. Le minibus a été retiré du parking et a également fait l'objet d'une inspection minutieuse. À l'intérieur se trouvaient des jouets pour enfants, des cartes et des vêtements de rechange. Rien d'inhabituel. Aucun signe de violence ou de lutte. Les années ont passé. L'affaire de la famille Corbett est restée ouverte, sans nouvelles pistes. De temps à autre, des personnes affirmaient avoir vu quelqu'un ressemblant aux membres de la famille dans différentes villes. Toutes ces informations ont fait l'objet d'une enquête, mais aucune n'a été confirmée. Les proches ont continué à espérer, organisant chaque été des expéditions de recherche privées pour fouiller les zones reculées de la forêt. 4 personnes, 2 adultes et 2 enfants, ont disparu du jour au lendemain, ne laissant derrière elles qu'un campement intact et des questions sans réponse. Que s'est-il passé entre 19h le dimanche, heure à laquelle ils ont été vus vivants pour la dernière fois, et le lundi matin, lorsque le campement vide a été découvert? Quel était cet étrange bruit que la famille Mitchell a entendu à minuit? Où est-il passé la famille Corbett? Les montagnes restent silencieuses. 32 ans se sont écoulés depuis ce jour d'août. Mark Corbett aurait aujourd'hui 71 ans. Jenna aurait 69 ans. Ashley aurait 44 ans. Madison aurait 41 ans. Quelque part là-bas, dans les vastes forêts du Colorado, se trouvent peut-être les réponses. Les frères Jenkins ont quitté leur campement pieds nus au milieu de la nuit. 7 ans plus tard, Greg a été retrouvé à 14 km de cet endroit, 420 mètres plus haut. Scott avait disparu à jamais. La famille Dol Corbett s'est volatilisée du jour au lendemain, laissant le petit déjeuner sur la table et leurs chaussures près de la tente. 4 personnes, 32 ans de recherche, aucune réponse. La science explique beaucoup de choses, l'hypothermie, la désorientation, la panique. Mais elle n'explique pas tout. Pourquoi les chiens de recherche se sont-ils arrêtés aux mêmes endroits, refusant d'aller plus loin? Pourquoi ces personnes sont-elles parties pieds nus, laissant derrière elles tout ce dont elles avaient besoin pour survivre? Quel bruit la famille de Mitchell a-t-elle entendu à minuit? Les réponses sont peut-être simples. Les montagnes ne sont pas des parcs. Une erreur, une seconde d'inattention, et la nature fait des ravages. Ou peut-être y a-t-il quelque chose de caché dans les forêts anciennes
que nous ne comprenons pas encore. Qu'en pensez-vous? Écrivez vos réflexions dans les commentaires. Aimez si ces histoires vous ont touché. Abonnez-vous pour en savoir plus sur les cas réels qui nous hantent. Et n'oubliez pas, si vous allez à la montagne, informez quelqu'un de votre itinéraire, emportez du matériel et ne partez pas seul. Tout le monde ne rentre pas à la maison.